le journal. Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, la mine d'or de Morila reprend ses activités, cette fois-ci avec un partenaire américain. Un nouveau souffle pour l'économie malienne puisqu'il est attendu 2 millions d'onces d'or, estimées à plus de 3 000 milliards de francs CFA. La Poste, en fête ce 9 octobre, célébration de la journée mondiale de la Poste. Pour l'édition 2025, cap sur la relance du service postal. Le Mali s'engage pour un service plus proche des citoyens. Actualité hors de nos frontières, le président américain a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue. Le président russe Vladimir Poutine est au Tadjikistan aujourd'hui pour rencontrer les dirigeants des 5 États de cette région convoitée et très riche en ressources naturelles. On parlera également de la crise politique en France. Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir pour donner le compte-rendu de ces négociations. Eh bien, à l'issue de ces négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures, ce que l'Élysée a confirmé dans la soirée. Sport football éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles ont dominé hier à Djamena les Sao du Tchad par le score 2-0. C'est au compte de la 9e journée. Et puis, il y a la balle 2025 Basketball Africa League. Le Mali accueillera une phase des éliminatoires. Et démolition de bâtiments, une pratique légale encadrée par l'intérêt général. Il faut savoir que derrière les bulldozers, il y a une loi. Les explications en fin de journal dans la chronique judiciaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Je vous amène directement à Koulouba. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier en audience le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de la Mauritanie. Il est porteur d'un message du président mauritanien quant à l'engagement de la Mauritanie à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Au cours de cette audience, il a été surtout question de la situation des commerçants mauritaniens au Mali et la sécurité dans le Sahel. Écoutons Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Il est au micro de Tamsir Diabaté. Mon arrivée ici s'inscrit dans le cadre de concertations permanentes entre les deux chefs d'État. Ce sont deux grands pays frères qui lient l'histoire, comme l'a dit le président tout à l'heure, la géographie. Ce ne sont pas le Mali et la Mauritanie ne sont pas seulement des pays voisins. Ils ont des liens très profonds qui ont été forgés par une histoire commune, une culture partagée, une solidarité humaine extrêmement profonde. Et il est normal que les deux chefs d'État se concertent, que les membres du gouvernement se concertent entre eux, pour à chaque fois apporter les réponses appropriées aux questions posées. Nous avons naturellement évoqué la question des commerçants mauritaniens et puis d'autres questions aussi. Le président a bien apprécié l'arrivée d'un envoyé spécial de son frère et il a confirmer ce qu'il a toujours dit, qu'il est important qu'à chaque fois qu'il y ait des concertations sur l'ensemble de ces questions-là et qu'on renforce la coordination à tous les niveaux pour harmoniser, pour apporter les réponses à toutes ces questions, pour aussi apporter des messages de solidarité avec le peuple malien frère, sécurité, paix et stabilité. Parce que tout ce qui peut toucher l'un touche l'autre. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, m'a aussi dit de transmettre ses salutations fraternelles à son frère ami, le président Qazouani, et au peuple mauritanien frère, et que lui aussi considère en effet que ce sont deux pays frères, et nous avons la responsabilité tous de veiller à réchauffer à chaque fois cette flamme de la fraternité, de l'amitié dans le brasier de notre histoire commune.
Vous écoutiez à l'instant Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. À présent, ce communiqué émanant de la Cour d'appel de Bamako, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako informe l'opinion nationale et internationale qu'il lui a été donné de constater depuis un certain temps, suite aux difficultés d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, que certains individus mal intentionnés se livrent à des spéculations injustifiées, des surenchères sur le prix de vente réel des produits, des refus délibérés de vendre du carburant et même des diffusions de vidéos malveillantes, de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux de nature à créer la panique au sein de la population. Ces agissements sont de nature à troubler l'ordre public, à perturber la quiétude des paisibles populations et à ébranler l'économie nationale. Ils constituent un terreau favorable pour les criminels, y compris les terroristes, dans le seul but d'ébranler la paix, la quiétude et la tranquillité sociale. Le procureur général informe l'opinion qu'il a ordonné pour la préservation de l'ordre public à tous les procureurs de la République du ressort de la Cour d'appel de Bamako de veiller scrupuleusement et de sévir avec la dernière rigueur contre, d'une part, les spéculations illicites, les refus de vente, et d'autre part, la diffusion de fausses nouvelles et des informations tendacieuses, et de ne tolérer aucune violation de la loi, quel qu'en soit l'auteur. En conséquence, il sait pouvoir compter sur l'esprit civique et la compréhension de toutes et de tous pour observer le calme et la retenue nécessaire et de dénoncer les auteurs des agissements contraires à la loi. Autre actualité, je l'ai annoncé dans les titres, la mine d'or de Morila SA reprend service après plusieurs mois d'arrêt des travaux qui a vu cette mine passer dans le portefeuille de l'État malien. Une nouvelle convention a été signée entre la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali Sorem SA et une société américaine, Flagship Goldcorp. Cette convention permettra la reprise des activités de Morila où il est attendu plus de 2 millions d'onces d'or d'une valeur estimée à plus de 3 000 milliards de francs CFA. La cérémonie des signature de cette convention s'est déroulée en présence des ministres des Mines et celui en charge des Finances. Mamadou Fane. Après la rétrocession de la mine d'or de Morila SA à l'État malien par la société AngloGold, les activités de cette mine redémarrent. La signature de cette convention entre la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem SA, et Flagship Goldcorp marque une étape décisive dans la vie de Morila SA. Au moment où certains jettent le discrédit sur le Mali, c'est une société américaine qui vient de signer une convention avec le Mali pour l'exploitation de son sous-sol. Cette convention fait suite à une acquisition de parts par la société américaine. Tchegoun Traoré, directeur général de Sorem Mali SA. Ce contrat sera vraiment un nouveau souffle encore pour relancer Morila et asseoir un développement durable de la communauté. Ron Slapfer, président de Flagship Goldcorp. Aujourd'hui, ça marque un tournant assez important pour acter le redémarrage. Leur investissement comprend non seulement la reprise de l'activité, mais également les travaux de recherche autour de Morila, sans oublier le volet environnemental de réhabilitation de la mine et aussi les programmes sociaux RSE de responsabilité sociétale qui va aussi redémarrer. Les dispositions du code minier sont très importantes et aujourd'hui ils vont s'atteler à les respecter rigoureusement. Par cette convention, c'est la ville de Morila et toute la région de Bougouni qui verront ainsi une amélioration de leur cadre de vie, leur économie boostée. Amadou Keïta, ministre des Mines. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État, vision qui est sous-tendue par la volonté du peuple malien, à savoir que désormais les ressources minérales devraient contribuer véritablement au développement de notre pays. Al-Husseini Salou, ministre de l'économie et des finances. C'est plus de 7 milliards de dollars du chiffre d'affaires globalement attendu. Ça, c'est les premières estimations. C'est un partenariat qui va permettre non seulement à la Sorem de participer au capital, de participer à la direction, de bénéficier de toutes les retombées pour pouvoir se relancer. Il y a un droit d'entrée qui est payé de plus de 20 milliards qui permettra à la Sorem de bien s'équilibrer. Il y a des dépenses pour la réhabilitation de la mine, pour la mise en capacité de la mine qui seront totalement prises en charge par le partenaire. Il y a également le partenaire qui s'engage à payer et à respecter les textes réglementaires, notamment la loi sur le contenu local, le code minier
et les engagements consignés dans le protocole. Le redémarrage de la mine de Morila traduit ainsi la volonté des autorités maliennes de tout mettre en œuvre pour que l'or profite aux Maliens. C'est donc un soulagement pour des milliers de travailleurs de cette mine et pour la population locale. Aujourd'hui, 9 octobre 2025, c'est la célébration de la journée mondiale de la Poste. L'événement ne passera pas inaperçu au Mali, qui est membre de l'Union postale universelle. Post for People, service local, portée mondiale, c'est le thème choisi pour l'édition 2025. Occasion pour le ministre en charge de la communication de rappeler l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre le plan de relance de la Poste du Mali. Mohamed Koyantao. Chaque année, le 9 octobre est dédié à la Journée mondiale de la Poste. L'édition 2025 se tient au moment où 4,6 millions d'employés postaux à travers le monde, dont 250 au Mali, s'activent au quotidien pour innover l'administration des postes, traiter les colis et assurer la distribution des courriers. Cela à travers 600 000 bureaux de poste. Parmi ceux-ci, le Mali enregistre 111. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Conscient de l'importance stratégique de la Poste dans la mise en œuvre de politiques publiques, la promotion de l'inclusion financière et la cohésion territoriale, le gouvernement de la République du Mali réaffirme son engagement ferme pour la mise en œuvre effective du plan de relance de la Poste du Mali. Ce plan, soutenu par les plus hautes autorités du Mali, traduit la volonté de l'État de redonner à la Poste toute sa capacité opérationnelle et son rôle moteur dans le développement économique et social national. À travers ce programme ambitieux, le gouvernement entend accompagner la transformation de la Poste du Mali en un opérateur moderne, performant et orienté vers l'innovation en s'appuyant sur la digitalisation, la diversification des services et le renforcement de son réseau territorial. Le gouvernement place la relance de la Poste dans ses axes prioritaires, toutes choses qui permettent au pays d'obtenir une place de choix dans l'Union postale universelle. Dans cette même dynamique, la réélection du Mali au sein du conseil d'administration de l'Union postale universelle vient consacrer la reconnaissance internationale des efforts entrepris par notre pays pour moderniser son secteur postal. Cette distinction renforce la place du Mali dans la gouvernance postale mondiale et témoigne de la confiance accordée à notre vision d'un secteur postal africain plus intégré, plus innovant et plus solidaire. En cette journée mondiale de la Poste, j'exhorte l'ensemble des acteurs du secteur postal au Mali et dans le monde à poursuivre leurs efforts pour offrir leurs services de qualité, renforcer l'inclusion et connecter davantage des communautés locales. Le ministre Alhamdou Ag Ilien n'a pas tari d'éloges envers tous ses employés postaux qui distribuent des courriers souvent à bicyclette ou à pied avec professionnalisme. C'est là afin de maintenir la confiance entre la Poste et les usagers. AES Actualité. Civisme et engagement, les Burkinabés partagent leur vision de bons citoyens en marge de la journée nationale d'engagement patriotique. Radio Burkina a pris la température dans les rues de Ouaga. Les citoyens fiers et conscients de leur rôle se sont exprimés librement sur ce que signifie être un bon Burkinabé, évoquant le civisme, la solidarité et l'engagement envers la nation. C'est dans ce reportage signé Judy Kayel Kafando de la Radio du Burkina. Pour un Burkina nouveau voulu par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs actions sont en cours et pour la sauvegarde de ces acquis, chaque Burkinabé est appelé à adopter un comportement nouveau, à être un citoyen responsable, bref, un patriote engagé. Dans les rues de Ouagadougou, nombreux sont ceux qui posent déjà ces actes citoyens, surtout dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Moi-même, j'ai organisé des journées d'assainissement. Voilà, j'ai eu même à curer des caniveaux. Nous avons assaini même un quartier à Gongé. Et moi-même, j'ai déboursé 100 000 francs. Présentement, j'étais en train d'aller à Faso Mebo. On a décidé de donner une journée entière pour Faso Mebo. Porter le casque est aussi un acte citoyen. Les autorités y mettent un point d'honneur à travers la sensibilisation, une action qui semble porter ses fruits. Chaque fois que je sors avec mon casque. En tant que bon citoyen, je porte le casque. Vous verrez derrière vous qu'il y a le casque, donc je le porte évidemment. Je paye mes impôts, ce qui favorise l'État.
Les Burkinabés doivent comprendre que le changement de mentalité va de pair avec le changement de comportement pour construire une société plus responsable et exemplaire. En circulation, d'abord je commence par être respectueux donc du code de la route. Je mets ma ceinture de sécurité jusqu'à arriver au service. Il y a aussi par exemple quand je bois l'eau dans les sachets plastiques, je ne les jette pas n'importe comment. Ce sont des petits actes du quotidien qui en réalité comptent. Moi, en tant que bon citoyen, je n'aime pas les chercher parce que je vois le développement du pays. Pour les feux tricolores, là aussi, moi, je ne brûle pas le feu. La dynamique enclenchée par le président du Faso pour le bien-être des Burkinabés nécessite l'implication et l'engagement de chaque citoyen. Le Burkinabé d'aujourd'hui doit incarner fièrement la devise nationale, la patrie ou la mort nous vaincrons, et cela à travers des actes quotidiens empreints de discipline, de civisme et de patriotisme. À Niamey, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme renforce les compétences de ses cadres en matière de gestion des ressources humaines. Une session de formation s'est ouverte avec pour objectif d'améliorer l'efficacité administrative à travers une meilleure définition des missions et responsabilités des agents. Le thème retenu pour cette session est sur la méthodologie d'élaboration des fiches de fonction. Le résumé avec Bouzou Ahmed Moussa Abdourahman de la Radio du Niger. Cette session porte sur la méthodologie des fiches de fonction, un outil essentiel pour clarifier, structurer et harmoniser les responsabilités au sein des différentes directions du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Présidant la cérémonie d'ouverture, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a salué la mobilisation des participants avant de souligner que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la refondation nationale Pian Agaïchata Guichen. Vise respectivement la promotion de la bonne gouvernance et le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Témoigne d'une volonté ferme de bâtir un État fort, moderne et résolument tourné vers l'efficacité et des résultats par le gouvernement. Durant 2 jours, les participants bénéficieront de modèles pratiques axés sur les techniques modernes de gestion des fonctions administratives. Enfin, à travers cette démarche, le ministère entend moderniser sa gouvernance interne pour faire du secteur touristique et artisanal un véritable levier de développement, d'efficacité et de performance au service de la nation. Actualité internationale à présent en République démocratique du Congo a prévu pour cette semaine le 6e round des négociations entre l'AFC M23 et la délégation du gouvernement congolais s'y tiendra finalement la semaine prochaine. Un rendez-vous reporté notamment pour cause du calendrier chargé pour le médiateur qatarien. L'objectif est d'avancer sur le texte qui doit définir le mécanisme d'un cessez-le-feu permanent dans un contexte toujours marqué par des combats sur le terrain au sud Kivu et au nord Kivu. Cameroun, dans l'actualité, les meetings s'enchaînent dans le septentrion après Maroua. Le 7 octobre, le président Paul Biya a donné son premier meeting. Le RDPC a continué son déploiement dans plusieurs villes du pays comme Mokoloko, où était également présent l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Mais c'est la caravane de Issa Chiroma Bakari, partie de Maroua, qui a créé un raz-de-marée sur la route et dans la ville. Crise politique en France. Sébastien Lecornu s'est exprimé hier soir pour donner le compte-rendu de ces négociations menées depuis 48 heures avec les formations politiques à la demande du président Macron. Le Premier ministre démissionnaire a mené d'ultimes pourparlers pour sortir le pays de l'impasse politique au dernier jour fixé par le président Emmanuel Macron. À l'issue de ces négociations, il a déclaré que la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures, ce que l'Élysée a confirmé dans la soirée. Je vous le disais dans les titres, le président russe Vladimir Poutine est au Tadjikistan ce jeudi pour rencontrer les dirigeants des 5 États de cette région convoitée et très riche en ressources naturelles. Il s'agit du Tadjikistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Ces pays faisant partie de l'URSS ont longtemps été perçus comme inclus dans la sphère d'influence russe, mais la Chine y est désormais solidement implantée grâce à ces nouvelles routes de la soie. Le président américain a annoncé dans la nuit d'hier à aujourd'hui qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue. Les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle, a indiqué le président américain. Le Qatar confirme un accord Israël-Hamas sur la première phase du cessez-le-feu. Israël va ramener chez eux tous les otages de Gaza, a déclaré le premier ministre israélien. De
son côté, le Hamas annonce être parvenu à un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza. Le mouvement islamiste palestinien appelle Trump à contraindre Israël à appliquer intégralement l'accord. Le chef de l'ONU appelle de son côté toutes les parties à le respecter pleinement. Et terminons par cette actualité. Le Premier ministre chinois Li Qiang se rend aujourd'hui à Pyongyang pour une visite officielle de bonne volonté. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Li Qiang assistera demain vendredi aux célébrations du 80e anniversaire du Parti des travailleurs, ce qui fera de lui le plus haut responsable chinois à se rendre dans le pays depuis 2019, un signe de réchauffement des relations entre les deux pays. En ce moment, il est 15h21 en Chine, 7h21 au Mali. On parle de sport, basketball. Le Mali accueillera une phase des éliminatoires de la BAL, Basket Africa League, et aussi en football, le tournoi U17 de la zone A de l'UFOA, Bamako 2025. La compétition se poursuit à l'occasion de la deuxième journée dans le groupe A. Et toujours en foot, éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles ont dominé hier à N'Djamena les Sao du Tchad par le score de 2-0. C'était au compte de la 9e journée. Abdul Karim Kaba pour toutes les précisions. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, les Aigles ont dominé hier en N'Djamena les Sao du Tchad par le score de 2-0 au compte de la 9e journée des matchs. En déplacement en N'Djamena, les Aigles du Mali ont battu sans forcer les Sao du Tchad 2-0. Cette victoire ne suffit pas pour rêver des tickets qualificatifs à la Coupe du Monde. Les derniers matchs arrivent dès dimanche à Bamako contre Madagascar. Le résumé du match Tchad-Mali avec nos envoyés spéciaux en N'Djamena, Seragatou Sissé et Mamadou Sidibé. Les Aigles du Mali, dominateurs des Sao du Tchad, 2-0 grâce à un doublé de Kamori Doumbia au 6e et 74e minute, assurent l'essentiel et empochent 15 points au compteur. Les concurrents Madagascar et le Ghana ont gagné et affiché respectivement 19 et 22 points à une journée de la fin des éliminatoires dans le groupe I. Le rêve de jouer la Coupe du Monde en 2026 s'envole. Que de regrets. Les Aigles, donnés favoris à l'heure du tirage au sort, laissent des plumes. 2 campagnes d'affilée, 2 déceptions. La prochaine phase éliminatoire en 2030 sera certainement la bonne. La dernière journée face à Madagascar ne sera qu'une simple formalité. Les Aigles auront-ils le moral et les ressources nécessaires à Bamako au stade du 26 mars ce dimanche? N'Djamena, Seragatou Sissé et Mamadou Sidibé pour l'ORTM. Dans ce groupe I, la Centrafrique a perdu largement devant le Ghana, 0-5. Les Comores ont perdu également contre Madagascar, 0-2. Au classement, le Ghana reste leader avec 22 points, suivi de Madagascar, 19 points, et le Mali est 3e avec 15 points. Football toujours, tournoi U17 de la zone A de l'UEFA Bamako 2025. La compétition se poursuit à l'occasion de la deuxième journée dans le groupe A. Au stade Mamadou Diarra H de Kouroukouro, le Mali et la Guinée-Bissau ont fait match nul, un but partout. Déjà en première heure, le Libéria a perdu 0-4 face à la Gambie. Au classement après 2 journées disputées dans ce groupe A, le Mali et la Guinée-Bissau sont en tête avec 4 points et plus 6 pour le Mali au goal à virage. La Gambie est 3e avec 3 points et le Libéria ferme la marche avec 0 points. Le groupe B joue cet après-midi sa deuxième journée. En première heure, au stade Wenzin Koulibaly, la Mauritanie affronte la Sierra Leone. À 19h, la Guinée sera face au Sénégal. Basketball, le Mali accueillera une phase des éliminatoires de la BAL 2025, c'est-à-dire Basketball African League. Bamako abritera l'une des fenêtres des éliminatoires de la compétition cette année. La compétition regroupera du 17 au 19 octobre prochain les champions du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et de la Libye. Les équipes sont attendues à Bamako à partir du 15 octobre prochain. Intitulé Phase de Bamako, l'événement est organisé par le Centre de référence de basketball de Tombouctou, sous l'égide de la Fédération malienne de basketball. Et elle se tiendra dans la salle Abdallah Maman Aïdara du 7 et 26 mars de Rimadio. Chronique judiciaire.
Souvent perçue comme une action spectaculaire, la démolition est pourtant une pratique administrative courante, touchant aussi bien des habitations privées que des locaux commerciaux. Loin d'être arbitraire, elle s'inscrit dans un cadre légal strict, qu'elle soit ordonnée par l'autorité administrative ou décidée par une juridiction compétente. Dans tous les cas, elle doit concilier impératif d'intérêt général et respect du droit de propriété, principe fondamental de notre ordre juridique. La démolition entre nécessité publique et respect du droit dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Qu'elle soit volontairement engagée ou imposée par les autorités, la démolition constitue une mesure administrative ou judiciaire. Elle vise à faire disparaître un édifice, une construction ou une installation. La démolition ne peut être entreprise que dans un cadre légal. Maître Boubacar Diallo, président de l'ordre des ICE, commissaire de justice. En droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Il faut que vous ayez un intérêt. Vous devez disposer d'un titre. Vous devez disposer d'autres documents y afférents à la parcelle. Au préalable, vous avez fait un constat pour démontrer que voilà, votre terrain est occupé. Et ensuite, vous avez fait la sommation interpellative pour demander à la personne s'il dispose de titres de propriété. Si ce n'est pas le cas, vous faites une assignation au niveau de la justice pour obtenir une décision de démolition. Dans certaines situations, notamment lorsque l'occupation concerne le domaine public ou les lits des cours d'eau, l'État peut procéder directement à la démolition. Ces interventions relèvent de la préservation de l'intérêt général. Vous venez vous occuper la route. On ne peut pas vous laisser sur place. L'État n'a pas besoin de prendre l'ordonnance du juge pour ça. L'État exécute. C'est la puissance publique. Même s'il se considère lésé, est-ce un citoyen peut-il se faire justice lui-même? Nul ne doit se rendre justice. Quelqu'un a occupé votre parcelle, demander la démolition, ce n'est que justice. C'est quand vous vous levez, vous allez dire vous-même, vous allez faire votre justice, c'est là le trouble à l'ordre public. En cas de litige ou de préjudice, les voies de recours existent et toute personne estimant avoir été injustement affectée par une démolition peut saisir les juridictions compétentes pour demander réparation. Si on vous donne un acte administratif de démolition, vous avez des recours déjà au niveau du tribunal administratif. À défaut, si l'expression est ordonnée, en matière de réparation, c'est le tribunal civil que vous devez voir. Par exemple, si vous êtes à Solomon-Bourg et vous venez au tribunal de la commune 1, vous demandez, vous faites une assignation, vous faites une réparation de préjudice. Mais au préalable, vous avez fait des constats, vous avez évalué à travers un expert tout ce qui a été fait, vous avez mis tel montant, vous avez vos permis de construire, vous avez, comment on appelle, vos devis de construction, vous avez tout ce qu'il faut pour justifier le montant que vous réclamez. Tout citoyen qui se trouve lésé dans ses droits a le droit de saisir un tribunal ou une juridiction compétente pour réclamer la réparation des préjudices qu'il a subis. Par ailleurs, une démolition effectuée en dehors du cadre légal peut engendrer des conséquences. Le respect des procédures et des décisions de justice s'impose à tous dans un esprit de civisme et de responsabilité. On a dit que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. En termes de propriété, il faut savoir qu'il y a des attributs. Le jus, le fructus, l'abusus. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre propriété, même vendre si vous voulez. Mais il y a des limites aussi à cela. Par exemple, si vous avez une propriété, même si vous devez vendre votre maison, s'il y a des locataires là-dedans, vous êtes tenu de les informer. Parce que celui qui va acheter votre maison va subir la présence des locataires. Et leurs droits sont conservés. Si vous voulez occuper un espace, cherchez à savoir si l'espace-là peut être occupé. Ne donnez pas l'argent comme ça à quelqu'un et prendre un document volant pour dire que moi j'ai acheté. Cela ne se fait pas. Parce que vous perdez deux fois. Non seulement vous achetez un terrain qui ne vous appartient pas, ensuite vous construisez dessus. Lorsqu'il s'agit enfin de préserver l'intérêt public, l'administration peut légalement recourir à des mesures telles que le déguerpissement, le recasement, l'expropriation ou la démolition. Ces actions, bien que parfois perçues comme brutales, répondent à des impératifs d'aménagement ou de sécurité publique. Et c'est tout pour ce journal présenté par Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Mamadou Diallo, mise en ligne chez Abdelaziz Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Tout à l'heure, vous aviez communiqué avec Moussa Koulibaly juste après la page météo. En attendant, mesdames, messieurs, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Élégante journée à tous sur le RTM.